Laisse-moi investir dans ta petite start-up, a dit papa d'un ton condescendant. Mon directeur financier est entré, madame, votre fortune nette vient de dépasser 1,1 milliard de dollars. Les couverts en argent de maman sont tombés par terre dans un grand fracas. Je m'appelle Juliette Dubois, j'ai 32 ans et je suis la fondatrice de l'Umitech Solutions. Pendant 7 ans, ma famille a cru que je dirigeais une start-up en difficulté depuis mon appartement. Lors des dîners de famille, mon père me tapotait la main en disant que j'avais juste besoin de sa sagesse en affaires. Ce soir-là était différent. Alors que papa disait « Laisse-moi investir dans ta petite start-up », mon directeur financier, Mathieu, est entré à l'improviste. « Madame, votre valeur nette vient de dépasser 1,1 milliard d'euros. » Les couverts en argent de ma mère ont retenti sur le sol. L'expression sur leur visage n'avait pas de prix. Ayant grandi à Écully, une banlieue chic de Lyon, notre foyer fonctionnait selon des rôles de genre clairement définis. Mon père, Richard Dubois, était le soutien de famille et le génie autoproclamé des affaires, dirigeant une entreprise de BTP, bâtiments et travaux publics, au succès modeste. Maman restait à la maison, gérait le foyer et renforçait l'idée que les femmes devaient se concentrer sur la recherche d'un mari plutôt que sur la construction d'une carrière. Mon frère Thomas a été préparé dès son plus jeune âge pour reprendre l'entreprise familiale. Papa l'emmenait sur les chantiers, lui apprenait les contrats et lui a payé ses études à HEC Paris. Pendant ce temps, mes parents m'orientaient vers l'enseignement ou les soins infirmiers, des domaines qu'ils jugeaient appropriés pour les femmes. Lorsque j'ai exprimé un intérêt pour la technologie et l'entrepreneuriat au lycée, papa a gloussé et dit « Ce sont de jolis passe-temps, Juliette, mais tu devrais te concentrer sur quelque chose de plus convenable pour une jeune femme. » Je me souviens d'avoir obtenu la mention très bien à mon bac S avec option informatique, tandis que Thomas recevait une nouvelle voiture pour avoir été sélectionné dans l'équipe de rugby du lycée. Ma réussite a à peine mérité d'être reconnue. Le même soir, papa s'est lancé dans un discours sur le fait que les femmes manquaient de la pensée analytique nécessaire pour les carrières dans la tech. Au lieu de discuter, je me suis engagé en silence à lui prouver le contraire. Malgré leur désapprobation, j'ai postulé à l'école polytechnique sans leur en parler. Quand la lettre d'admission est arrivée avec une bourse partielle, ils ont été choqués mais se sont vite repris avec des inquiétudes. Ton frère étudie le commerce à HEC où il peut se créer un réseau. Que feras-tu avec un diplôme d'ingénieur en informatique à part réparer des imprimantes? L'école a été une libération. Pour la première fois, j'étais entouré de personnes qui prenaient mes ambitions au sérieux. J'excellais dans mes cours, en particulier en intelligence artificielle et en système de données. Pendant ma 3e année, j'ai développé un algorithme qui a attiré l'attention de plusieurs professeurs. Cet algorithme deviendrait plus tard la base de mon entreprise. J'ai été diplômé avec les honneurs, mais ma famille semblait plus préoccupée par mon absence de fiancé que par mes réussites académiques. Lors de mon dîner de remise de diplôme, papa m'a demandé si j'avais envisagé de passer le CAPES pour être professeur, au cas où, car la tech était si compétitive. Maman a ajouté qu'au moins, je pourrais travailler dans une école et avoir les mêmes horaires que mes futurs enfants. Après mon diplôme, j'ai déménagé à Grenoble et accepté un poste dans une jeune start-up en difficulté. Le salaire était modeste, mais l'expérience était inestimable. J'ai vu l'entreprise commettre des erreurs critiques qui ont finalement conduit à sa faillite. Chaque faux pas était une leçon que je cataloguais pour ma future entreprise. Pendant tout ce temps, ma famille considérait ma carrière comme une phase temporaire. Lors des appels pour les fêtes, papa me demandait quand je rentrerais à Lyon pour me poser. Maman mentionnait les filles de ses amis qui se mariaient ou avaient des bébés. Thomas, qui travaillait maintenant pour papa, se vantait des contrats qu'il signait, sans jamais prendre la peine de me demander des nouvelles de mon travail. Pour mon 25e anniversaire, j'ai décidé de lancer ma propre entreprise axée sur les solutions d'apprentissage automatique pour les données de santé. J'avais économisé assez pour tenir 6 mois et travailler nuit et week-end pour construire mon prototype. Quand j'ai appelé pour l'annoncer à ma famille, papa a immédiatement proposé de me prêter de l'argent à condition qu'il supervise toutes les décisions commerciales. J'ai poliment décliné. Ce Noël-là, j'ai fait l'erreur de partager quelques détails sur mon business plan. Papa a passé tout le dîner à expliquer pourquoi mes idées ne fonctionneraient pas. Le secteur de la santé était trop complexe. Je n'avais pas assez de relations et la technologie dépassait mes capacités. Thomas a suggéré que je vienne plutôt travailler pour l'entreprise familiale dans leur département marketing. Cette nuit-là, j'ai pris une décision qui façonnerait les 7 années suivantes, je construirai mon entreprise en silence et n'en discuterai jamais les détails avec ma famille.
La goutte d'eau a été lorsque j'ai obtenu mon premier petit investissement de 50 000 euros. J'étais folle de joie et j'ai appelé mes parents pour partager la nouvelle. Papa a immédiatement demandé les coordonnées de l'investisseur, disant qu'il devait s'assurer que je ne me faisais pas avoir. Quand j'ai refusé, il m'a fait la morale sur ma naïveté en affaires. Maman a suggéré que l'investisseur masculin était peut-être intéressé par plus que mon business plan. Leur incapacité à célébrer cette étape sans me rabaisser a cimenté ma décision de les tenir dans l'ignorance de mon succès grandissant. À partir de ce moment, chaque fois qu'ils posaient des questions sur mon entreprise, je restais délibérément vague. Je la décrivais comme une petite entreprise de conseil qui se maintenait à flot mais ne prospérait pas. Ce récit les satisfaisait, car il correspondait à leurs attentes limitées de ce que je pouvais accomplir. Ils étaient loin de se douter que j'étais sur le point de leur prouver le contraire d'une manière qu'ils n'auraient jamais pu imaginer. L'Umitech Solutions a commencé dans mon minuscule appartement de Grenoble avec seulement moi et un ordinateur portable. Ma vision était claire dès le départ, créer des systèmes d'apprentissage automatique capables d'analyser des données médicales pour prédire les résultats des patients et améliorer les protocoles de traitement. Le secteur de la santé était noyé sous les données mais manquait de moyens efficaces pour les utiliser. Ma première percée est survenue 3 mois plus tard lorsque j'ai contacté la directrice de l'innovation du CHU de Grenoble. Après des dizaines de refus, la docteure Anne Nguyen a tenté sa chance avec mon algorithme, me permettant de le tester sur des données de patients anonymisés. Les résultats ont dépassé même mes propres attentes. Mon système a identifié des schémas qui ont aidé à réduire les taux de réadmission de 17% dans leur service de cardiologie. Avec ce succès, j'ai décroché mon premier grand client et un contrat d'une valeur de 300 000 euros. J'ai embauché 2 ingénieurs et déménagé nos opérations dans un petit bureau à Innovalley, la technopole de Grenoble. Nous travaillons 16 heures par jour, affinant l'algorithme et élargissant ses applications. À la fin de notre première année, nous avions 3 hôpitaux clients, et notre système commençait à attirer l'attention dans le secteur des technologies de la santé. Lors d'un appel familial ce Noël-là, mon père a demandé comment allait ma petite entreprise. J'ai dit que ça allait bien, sous-estimant délibérément nos progrès. Le même jour, j'ai refusé une offre d'acquisition de 7 millions d'euros, convaincu que nous ne faisions que commencer. En entrant dans notre 2e année, j'ai pris une décision stratégique qui s'est avérée cruciale. Contrairement à de nombreuses startups qui recherchent une croissance et une publicité rapide, j'ai choisi d'opérer discrètement. Nous nous sommes constitués sous le nom de LTS Analyse Santé, en gardant mon nom hors de la plupart des documents de l'entreprise. J'ai engagé Amandine Leroy, une brillante directrice financière qui avait travaillé dans plusieurs startups à succès, et je lui ai donné une autonomie considérable. Nous évitions les conférences de l'industrie où je pourrais être reconnu et refusions les portraits dans les magazines tech. La 3e année, notre liste de clients comprenait 12 grands systèmes hospitaliers dans tout le quart sud-est de la France. Nous avons agrandi notre équipe à 20 personnes et déménagé dans un bureau plus grand. J'ai commencé à me verser un modeste salaire de 150 000 euros, vivant toujours dans mon simple 2 pièces et conduisant une Renault Clio d'occasion. Ma famille supposait que j'avais à peine de quoi vivre dans une ville chère. Lors d'une visite, ma mère a suggéré que je revienne à Lyon pour économiser de l'argent. La même semaine, j'ai conclu un accord d'une valeur de 12 millions d'euros. Notre grand tournant est survenu lorsque notre système a correctement identifié une interaction médicamenteuse rare qui avait été manquée par les méthodes conventionnelles, sauvant potentiellement des centaines de vies. Soudain, des systèmes de santé de tout le pays nous appelaient. Nous nous sommes développés rapidement, recrutant les meilleurs talents en apprentissage automatique, en analyse de données de santé et en développement logiciel. J'ai pris une autre décision cruciale à ce stade. Plutôt que de chercher du capital risque, ce qui aurait nécessité la divulgation publique de nos finances et de notre croissance, j'ai négocié des accords de partage des revenus avec nos clients. Cela nous a permis de financer notre expansion par nos opérations plutôt que de céder des parts ou le contrôle. La 5e année, nous avions des bureaux à Grenoble, Paris et Lyon. Bien sûr, je n'ai jamais parlé à ma famille de l'emplacement de Lyon, à seulement 20 km de leur maison. Notre technologie avait évolué pour inclure des modèles prédictifs pour les épidémies, l'allocation des ressources hospitalières et les recommandations de traitement personnalisés. Nous avons déposé des brevets pour nos technologies de base, augmentant considérablement la valorisation de l'entreprise. Pendant cette période, j'ai reçu une invitation à la réunion des anciens de mon lycée. Quand mes camarades de classe m'ont demandé ce que je faisais, j'ai simplement dit, je travaille dans les technologies de la santé. Pendant ce temps, le magazine Challenge avait classé mon entreprise comme l'une des plus innovantes dans le secteur de la santé,
bien qu'ils aient très peu d'informations sur sa fondatrice. Mon frère Thomas a appelé un soir pour me demander si je connaissais quelqu'un dans les grands systèmes hospitaliers qui pourrait l'aider à proposer ses services de construction. Ironiquement, je venais de terminer une réunion avec le directeur général de l'hôpital même qu'il essayait de contacter. Je lui ai donné des conseils génériques sans révéler mes relations. La semaine suivante, ma mère a appelé pour me parler d'un gentil médecin qu'elle avait rencontré et qui serait parfait pour moi. Ce qu'elle ignorait, c'est qu'il était le chef du service de chirurgie dans l'un de nos hôpitaux clients. La 6e année, nous nous sommes développés à l'international, ouvrant des bureaux à Londres, Munich et Singapour. Notre système était maintenant utilisé dans plus de 300 hôpitaux dans le monde, et nous nous étions diversifiés dans les applications de recherche pharmaceutique. Une analyse financière a évalué l'entreprise à un peu moins d'1 milliard d'euros. Je possédais 70% des actions, ce qui me valorisait à environ 700 millions d'euros sur le papier. Tout au long de cette croissance, j'ai maintenu mon style de vie modeste. Je suis passé à un 3 pièces confortable mais sans prétention et j'ai remplacé ma Clio par une Peugeot 3008 neuve. Je faisais d'importants dons à des associations caritatives soutenant les femmes dans les sciences et technologies, toujours anonymement. Ma famille restait convaincue que je dirigeais une petite entreprise en difficulté, payant à peine mes factures. Papa continuait à m'offrir des conseils commerciaux lors de nos appels mensuels. Assure-toi de garder tes frais généraux bas, Juliette. Les petites entreprises échouent lorsqu'elles engagent trop de dépenses. Pense à diversifier tes services. As-tu pensé à créer des sites web pour les entreprises locales? Cela semble plus gérable que la technologie de la santé. Au dernier réveillon de Noël, Thomas s'est vanté d'avoir étendu l'entreprise familiale de construction aux propriétés commerciales, portant leur chiffre d'affaires à 3 millions par an. Tout le monde a applaudi son succès pendant que ma mère me demandait si j'avais envisagé de postuler à un poste dans son entreprise, puisque la mienne semblait si stressante. J'ai souri poliment tout en consultant mon téléphone sous la table, approuvant un contrat de 40 millions d'euros avec un grand groupe de santé. Alors que nous approchions de la fin de notre 7e année, nous avons reçu des offres d'acquisition de plusieurs grandes entreprises technologiques. La plus importante était de 1,2 milliard d'euros. Après mûre réflexion avec mon équipe de direction, j'ai décidé de ne pas vendre. Nous faisions une différence significative dans les résultats de santé et je voulais maintenir notre mission et notre indépendance. Le matin avant le fameux dîner de famille, Amandine m'a présenté notre dernière évaluation. Avec notre récente expansion dans la génomique prédictive et les algorithmes de médecine personnalisée, l'Umitech avait officiellement franchi le seuil du milliard de dollars. J'étais maintenant techniquement milliardaire, du moins sur le papier, et l'une des rares femmes milliardaires autodidactes dans le secteur de la technologie. J'ai célébré avec mon équipe avec du champagne dans notre siège de Grenoble, puis j'ai pris l'avion pour Lyon pour ce que je pensais être un autre dîner de famille de routine. J'étais loin de me douter que ce dîner particulier allait enfin faire entrer en collision mes deux mondes de la manière la plus inattendue qui soit. L'appel de ma mère est arrivé un mardi après-midi alors que j'examinais des cibles d'acquisition potentielles avec mon équipe de direction. « Juliette, ma chérie, nous avons besoin que tu viennes dîner à la maison ce vendredi. C'est très important. Maman, j'ai des réunions prévues. On ne peut pas faire ça le week-end prochain? Ai-je tenté, sachant comment se déroulaient habituellement ces réunions de famille. Non, ça doit être ce vendredi. Ton père a quelque chose d'important à discuter et nous avons invité les Martin. Tu te souviens de Robert Martin, n'est-ce pas? Il reprend la société d'investissement de son père maintenant. J'ai immédiatement compris le sous-entendu. Les Martin étaient des amis de la famille et Robert avait été un prétendant malheureux des années auparavant. C'était une autre tentative de me caser et déguiser en dîner d'affaires. Juliette, Robert a beaucoup de succès maintenant, a poursuivi ma mère, et il est toujours célibataire. Il a spécifiquement demandé si tu serais là. D'accord, maman. Je vais réorganiser mon emploi du temps, ai-je concédé, sachant que la résistance était futile. Après avoir raccroché, j'ai expliqué la situation à Amandine, qui a haussé un sourcil. Donc, tu vas assister à un autre dîner où il traite la PDG milliardaire comme si elle tenait un stand de limonade? A-t-elle demandé. C'était devenu une sorte de blague interne au sein de mon équipe de direction qui connaissait la perception de ma famille. Ils ne comprenaient pas pourquoi je n'avais pas rétabli la vérité des années plus tôt. Ils veulent bien faire, ai-je défendu mollement. Ils ont juste certaines attentes en matière de réussite, surtout pour les femmes. Peut-être qu'il est temps qu'ils sachent, a suggéré Amandine.
Le portrait dans Forbes sort le mois prochain de toute façon. Ils finiront par la prendre. Elle avait raison. J'avais finalement accepté un portrait après des années de refus des demandes des médias. Notre récente percée en médecine prédictive rendait impossible de maintenir un anonymat complet plus longtemps. J'y réfléchirai, ai-je promis, bien que je n'ai aucune intention de révéler quoi que ce soit à ce dîner particulier. Le vendredi soir est arrivé plus vite que je ne l'aurais souhaité. J'ai délibérément choisi une tenue discrète, une simple robe bleue, un minimum de bijoux, et ma Peugeot au lieu de la Tesla que je gardais à Lyon mais que ma famille n'avait jamais vue. Les vieilles habitudes ont la vie dure. Le trajet familier vers la maison de mon enfance à Écully a ravivé un flot de souvenirs. La grande maison de style colonial représentait tout ce que mes parents appréciaient, la tradition, la stabilité, la réussite conventionnelle. Je me suis garé derrière le SUV Mercedes de mon frère, avec sa plaque d'immatriculation personnalisée et du bois BTP. Maman a ouvert la porte avec son inspection habituelle. « Tu es trop maigre, Juliette. » Et c'est une nouvelle ride. 32 ans, ce n'est pas trop vieux pour commencer à utiliser de bons soins pour la peau. À l'intérieur, la scène était exactement comme prévu. Papa trônait dans son fauteuil préféré, discutant affaires avec Monsieur Martin. Thomas montrait à Robert ses nouveaux clubs de golf. Tout le monde a levé les yeux brièvement à mon entrée, me saluant de manière superficielle avant de retourner à leur conversation. « Voilà ma petite fille », a dit papa sans se lever. « Comment Grenoble te traite ces jours-ci » Avant que je puisse répondre, Thomas est intervenu. « Je viens de conclure l'affaire du centre médical de la Pardieu, 2,7 millions d'euros, le plus gros contrat de cette année. »« C'est merveilleux », ai-je répondu sincèrement. La construction d'hôpitaux avait d'excellentes marges. Je le savais parce que nous venions de construire un centre de données spécialisé pour 12 fois ce montant. Mais bien sûr, je ne pouvais pas le mentionner. Le dîner s'est déroulé de manière prévisible. Papa et Thomas ont dominé la conversation avec des récits de conquête commerciale. Maman a posé des questions pointues sur la vie personnelle de Robert tout en me lançant des regards significatifs. Madame Martin a discuté du marché boursier volatile, se lamentant d'avoir perdu près de 500 000 € lors des récentes fluctuations, une somme qui représentait une erreur d'arrondi sur les transactions quotidiennes de mon entreprise. Alors Juliette m'a finalement adressé Robert directement. Ta mère me dit que tu es dans la tech, une sorte de logiciel médical. C'est une entreprise d'analyse de données axée sur les applications de santé, ai-je expliqué, sachant que la description délibérément vague satisferait la curiosité sans inviter à des questions plus profondes. Papa a gloussé. Juliette essaie de faire décoller sa petite start-up depuis des années maintenant. Une persévérance admirable. Comment ça va, a demandé Robert avec le ton condescendant que j'avais reconnu lors d'innombrables réunions d'investisseurs des années plus tôt. Nous progressons, ai-je dit d'un ton neutre. Robert a hoché la tête avec l'expression de quelqu'un qui écoute les ambitions d'un enfant. Tu sais, mon cabinet est spécialisé dans les investissements technologiques. Peut-être que je pourrais jeter un œil à ton business plan un de ces jours, te donner quelques conseils. J'ai souri poliment, imaginant sa réaction s'il savait que nous avions refusé des offres d'investissement des plus grands fonds de capital risque du monde le trimestre dernier. La conversation a de nouveau changé, cette fois pour les récentes vacances de Thomas à l'île Maurice. J'ai vérifié discrètement mon téléphone, remarquant plusieurs messages urgents d'Amandine. Un grand groupe hospitalier en Île-de-France voulait mettre en œuvre notre système immédiatement suite à une défaillance critique de leur plateforme d'analyse existante. Le contrat s'élèverait à plus de 60 millions d'euros. Range ton téléphone, ma chérie. C'est impoli, m'a réprimandé maman. Quoi que ce soit, ça peut attendre. C'est un moment en famille. J'ai obéi, bien que l'ironie ne m'ait pas échappé. La décision commerciale que je devais prendre dans l'heure qui suivait valait plus que le chiffre d'affaires annuel combiné de toutes les entreprises représentées à cette table. Alors que le dessert était servi, papa s'est raclé la gorge avec l'air de quelqu'un sur le point de faire une annonce importante. Je reconnaissais ce regard. C'était son visage d'homme d'affaires, la même expression qu'il arborait lorsqu'il présentait un projet à de nouveaux clients ou expliquait pourquoi sa méthode de construction était supérieure à celle de ses concurrents. La vraie raison pour laquelle nous avons réuni tout le monde ce soir, a-t-il commencé, regardant autour de la table avec satisfaction, c'est parce que j'ai une proposition excitante à discuter. Une qui concerne notre Juliette. Tous les yeux se sont tournés vers moi. Mon estomac s'est noué d'une tension familière. Quoi qu'il arrive,
je savais par expérience que cela impliquerait que mon père tente de guider ma vie d'une manière ou d'une autre. Robert ici présent, a poursuivi papa en hochant la tête vers notre invité, m'a parlé du marché en pleine croissance des technologies médicales. Et ça m'a fait penser au petit projet de Juliette. Mon petit projet qui était en train de révolutionner les soins de santé prédictifs dans 17 pays. J'ai jeté un coup d'œil à mon téléphone qui s'est allumé en silence avec un autre message d'Amandine. L'affaire en Île-de-France s'intensifiait et des concurrents étaient maintenant impliqués. Je devais répondre, mais mon père était maintenant pleinement lancé dans son grand plan. Je ne savais pas encore que son Wedl était sur le point d'entrer en collision spectaculaire avec l'empire que j'avais bâti sans lui. Papa se pencha en avant, adoptant ce que je reconnaissais comme sa posture de négociation. Coude sur la table, doigts joints. J'avais vu cette pose d'innombrables fois en grandissant, généralement avant qu'il n'explique pourquoi quelqu'un devrait accepter ces conditions sans discuter. Juliette, commença-t-il, ta mère et moi avons discuté. Tu es sur ce projet de start-up depuis quoi, 5, 6 ans maintenant? 7, ai-je corrigé doucement. 7 ans, répéta-t-il avec insistance, comme si le chiffre prouvait son argument. Et d'après ce que nous voyons, tu as toujours du mal à prendre de l'ampleur. Ce n'est pas une critique, ma chérie. Le secteur technologique est brutalement compétitif. Je pris une gorgée d'eau, ne disant rien. Des années de pratique m'avaient appris qu'interrompre mon père ne faisait que prolonger ses monologues. La vérité, c'est que la plupart des petites entreprises font faillite dans les 5 premières années. Le fait que tu aies maintenu la tienne à flot aussi longtemps est admirable, mais il est peut-être temps d'adopter une approche différente. Thomas hocha la tête d'un air sage, bien que son entreprise de construction ait à peine 7 ans elle-même et ait nécessité un prêt substantiel de nos parents pour démarrer. Robert Martin me regarda avec ce qu'il pensait probablement être une compréhension compatissante. Mon père sortit un dossier de sa veste. Nous voulons t'aider à réussir, Juliette. Robert a examiné le secteur des technologies de la santé, et nous sommes tous deux d'accord qu'il y a du potentiel, surtout avec ton parcours. Il fit glisser le dossier vers moi. Je l'ouvris pour trouver une proposition dactylographiée, complète avec l'entête de Dubois BTP. Mes yeux s'écarquillèrent en parcourant le document. Nous sommes prêts à investir 50 000 € dans ton entreprise, annonça-t-il comme s'il m'offrait un cadeau incroyable, en échange d'une participation de 60% et d'un pouvoir de décision sur les questions commerciales majeures. La pièce devint silencieuse tandis que tout le monde attendait ma réaction. 50 000 €, le montant que nous dépensions en snack de bureau chaque mois, en échange du contrôle d'une entreprise valant 1 milliard d'euros. Papa continua, apparemment encouragé par mon silence. Je sais ce que tu penses. Où est le piège, n'est-ce pas? Il gloussa de sa propre blague. Pas de piège, juste une bonne affaire. Tu obtiens le capital dont tu as besoin, et nous apportons des décennies d'expérience commerciale à la table. Robert a des relations avec plusieurs groupes médicaux par le biais de son cabinet. Et bien sûr, Thomas peut s'occuper de toutes les améliorations d'installation dont tu pourrais avoir besoin. Tu as essayé de faire tout ça toute seule, et c'est admirable, Juliette, ajouta doucement maman. Mais parfois, nous devons accepter de l'aide, surtout dans un monde d'hommes comme les affaires. Je regardais autour de la table. Ils hochaient tous la tête, parfaitement convaincus de la générosité et de la sagesse de cette offre. Dans leur esprit, ils me sauvaient d'un échec inévitable. C'est une opportunité décisive, intervint Robert. J'ai déjà vu des entreprises comme la tienne. Les petites startups technologiques en difficulté ont souvent juste besoin d'une bonne direction commerciale. Je pourrais te présenter à des investisseurs sérieux une fois que nous aurons correctement développé ton concept. Si je comprends bien, dis-je enfin, en gardant ma voix soigneusement neutre, vous offrez 50 000 € pour 60% de mon entreprise. C'est une offre très juste, Juliette, dit fermement papa. Compte tenu du risque. Nous ne savons même pas si ta technologie fonctionne vraiment ou s'il y a un marché substantiel pour elle. Mon téléphone vibra de nouveau. Cette fois, je le vérifiai ouvertement, ne me souciant plus de paraître impoli. C'était Amandine, l'Île-de-France a signé. 62,5 millions d'euros sur 3 ans. De plus, le Time Magazine veut avancer l'interview à lundi. J'ai besoin de ton approbation. L'ironie était presque trop forte. Alors que ma famille offrait de sauver mon entreprise en faillite avec un investissement insultant, nous venions de conclure un accord valant plus de 1000 fois leur offre. J'apprécie l'intention, commençai-je prudemment,
mais je ne suis pas intéressé par la recherche d'investisseurs en ce moment. Papa fronça les sourcils, ne s'attendant clairement pas à de la résistance. Juliette, sois raisonnable. Tu es là-dessus depuis 7 ans avec peu de résultats. Tu vis toujours dans ce petit appartement, tu conduis une voiture économique. Que attends-tu exactement? J'ai tout sous contrôle, répondis-je. Thomas ricana. Allons, Juliette. Quand j'ai commencé, j'ai ravalé ma fierté et accepté l'aide de papa. Il n'y a pas de honte à admettre que tu as besoin de conseils. Ta sœur est juste têtue, lui dit papa, parlant de moi comme si je n'étais pas présente. Elle a toujours dû apprendre les choses à la dure. Le ton condescendant n'était pas nouveau. Mais d'une manière ou d'une autre, après des années à construire quelque chose qu'il ne pouvait même pas commencer à comprendre, cela me toucha différemment. Monsieur Martin intervint, Richard, peut-être que Juliette craint de perdre le contrôle de son projet. Et si nous ajustions les termes, disons, 40% des parts? Ils continuaient à discuter de moi à la troisième personne, renégociant leur offre sans me consulter. Maman sourit d'un air encourageant, pensant clairement qu'ils étaient extraordinairement généreux. Mon téléphone sonna. C'était Mathieu Perrin, mon directeur financier. Normalement, il n'appellerait jamais pendant mon temps en famille, à moins que ce ne soit urgent. Excusez-moi, je dois prendre cet appel, dis-je en me levant. Maintenant? Fronça les sourcils papa. Nous sommes au milieu d'une discussion d'affaires importante. C'est le travail. Ça ne prendra qu'une minute. Je suis sorti dans le couloir et j'ai répondu. Juliette, désolé de t'interrompre, dit Mathieu, semblant inhabituellement excité. L'affaire en Île-de-France vient de faire passer notre valorisation au-dessus du seuil. C'est officiel. Nous sommes à 1,1 milliard à la clôture du marché aujourd'hui. Une chaleur se répandit en moi. 7 ans de travail, d'être sous-estimé, de garder mon succès secret. Le chiffre n'aurait pas dû avoir d'importance, mais d'une manière ou d'une autre, franchir cette ligne du $1 milliard semblait significatif. C'est une nouvelle fantastique, Mathieu. Merci. Il y a plus, continua-t-il. Bloomberg a eu vent du contrat. Il publie un article lundi, te liant à l'Umitech pour la première fois. Nous recevons des appels de toutes les grandes publications économiques. Ta couverture est grillée, Juliette. Je fermais les yeux, traitant cette information. Ma séparation soigneusement entretenue entre vie de famille et vie professionnelle était sur le point de s'effondrer. Il y avait un journaliste tech devant notre bureau de Grenoble aujourd'hui, ajouta-t-il. Ils savent que tu es à Lyon. Ce n'est qu'une question de temps avant qu'ils ne te retrouvent chez tes parents. Combien de temps avons-nous, demandai-je. Des heures, peut-être. Je pense que nous devrions prendre les devants. Je suis à 10 minutes de chez tes parents. Dois-je venir? Je regardais vers la salle à manger où mon père expliquait encore à tout le monde pourquoi mon entreprise avait besoin de son expertise. Oui, décidai-je. Il est temps. Apporte le rapport trimestriel et le dossier de presse. En retournant à table, mon père exposait sa vision pour l'avenir de mon entreprise. Bien sûr, nous devrons changer de nom, quelque chose de plus professionnel, peut-être Solutions Médicales Dubois. Et tu auras besoin d'un vrai bureau, pas cette installation dans ton appartement. Thomas peut te trouver quelque chose de convenable. Papa, interrompis-je en posant mon téléphone sur la table. J'apprécie l'offre, mais je dois la décliner. Son expression s'assombrit. Juliette, tu ne réfléchis pas clairement. C'est une bouée de sauvetage pour ton entreprise en difficulté. Mon entreprise n'est pas en difficulté, déclarai-je calmement. Alors pourquoi conduis-tu toujours une Peugeot et vis-tu dans ce petit appartement à Grenoble, lança Thomas. Si tu as tant de succès, où sont les preuves? La sonnette retentit. Timing parfait. Ce doit être mon directeur financier, dis-je en me levant. Je pense qu'il est temps que vous le rencontriez tous. Ton quoi? Papa avait l'air vraiment confus. Tu as un directeur financier pour ta petite start-up? Je n'ai pas répondu, je me suis simplement dirigé vers la porte d'entrée. Mathieu Perrin se tenait là, dans son costume impeccable, tenant un porte-document en cuir frappé du logo de l'Umitech Solutions. Derrière lui se trouvaient Amandine et 2 membres de notre équipe de communication. Merci d'être venu, Mathieu, dis-je assez fort pour que ma famille entende. Entrez, s'il vous plaît. Alors que je les conduisais dans la salle à manger,
les expressions autour de la table allaient de la confusion à l'agacement. Papa, maman, Thomas, Monsieur Martin, Robert, dis-je formellement. Je vous présente Mathieu Perrin, directeur financier de l'Umitech Solutions. Et Amandine Leroy, notre directrice des opérations. Mon père avait l'air déconcerté. Juliette, de quoi s'agit-il? Nous sommes au milieu du dîner. Mathieu s'avança, professionnel et posé. Je m'excuse pour l'intrusion, Monsieur Dubois, mais j'ai des affaires urgentes à discuter avec Madame Dubois concernant la valorisation de notre entreprise et l'enquête de presse de Bloomberg. Papa agita la main d'un air dédaigneux. Quels que soient vos problèmes de start-up, ils peuvent attendre lundi. Nous discutons d'une opportunité d'investissement importante en ce moment. Mathieu me regarda, attendant la permission de continuer. Je hochai légèrement la tête. Monsieur, dit-il en s'adressant directement à mon père. Je suis ici pour informer Madame Dubois qu'à la clôture du marché aujourd'hui, la valorisation de la société L'Umitech Solutions a officiellement dépassé 1,1 milliard d'euros, portant sa valeur nette à environ 770 millions d'euros en actions et actifs liquides. Les mots restèrent en suspens dans l'air pendant un long moment. Les couverts en argent de ma mère tombèrent bruyamment de sa main sur son assiette. « Qu'est-ce que vous venez de dire ?» demanda papa, sa voix soudainement rauque. Mathieu maintint son attitude professionnelle. L'Umitech Solutions, l'entreprise de Madame Dubois, est maintenant valorisée à plus d'1 milliard d'euros suite à notre dernier contrat avec les hôpitaux de Paris. Madame Dubois en est la fondatrice et l'actionnaire majoritaire. Le silence dans la pièce était absolu. 5 visages choqués me fixaient tandis que la réalité s'installait lentement. J'avais finalement rompu mon silence de 7 ans, et rien ne serait plus jamais pareil. Pendant plusieurs secondes, personne ne bougea. Papa était assis, figé, le dossier de proposition toujours ouvert devant lui. Son offre de 50 000 euros pour 60% de mon entreprise d'1 milliard d'euros le fixait. La bouche de Thomas était légèrement entr'ouverte. Maman regardait alternativement Mathieu et moi, comme si elle essayait de connecter ces deux réalités incompatibles. Robert Martin rompit le silence le premier. Juliette, c'est une sorte de blague. Pas de blague, répondit Amandine avant que je ne puisse le faire. Elle s'avança et ouvrit sa tablette, affichant le prospectus de notre entreprise. L'Umitech Solutions, fondée par Juliette Dubois il y a 7 ans. Valorisation actuelle, 1,1 milliard d'euros à ce jour. Plus de 300 systèmes hospitaliers utilisant notre plateforme d'analyse prédictive dans le monde, des bureaux dans 7 pays. Ce n'est pas possible, dit Thomas. Nous n'avons jamais entendu parler de l'Umitech. Mathieu me tendit le porte-document qu'il avait apporté. Je l'ouvris sur la table de la salle à manger, révélant la couverture du magazine Innovation Santé du mois dernier avec notre plateforme logicielle en vedette. La couverture provisoire du Time Magazine suivait, montrant ma photo avec le titre « La milliardaire invisible, comment Juliette Dubois a construit un empire de l'IA dans la santé en secret ». Celles-ci partent à l'impression la semaine prochaine, expliquai-je. J'ai refusé la couverture médiatique jusqu'à présent, mais avec notre récente expansion, il est devenu impossible de maintenir la confidentialité. Papa retrouva enfin sa voix, bien qu'elle tremblât légèrement. 7 ans. Tu diriges une entreprise d'1 milliard d'euros depuis 7 ans et tu ne nous l'as jamais dit. L'entreprise n'a pas toujours valu 1 milliard, clarifiai-je. Nous avons connu une croissance constante. L'année dernière, nous étions évalués à environ 600 millions. Maman posa sa main sur sa poitrine, l'air de se sentir mal. Mais tu conduis une Peugeot. Tu vis dans ce petit appartement. Tu n'as jamais rien dit. J'ai choisi de vivre modestement et de réinvestir dans l'entreprise, expliquai-je. Et après ce premier Noël, où tout le monde a rejeté mon business plan, j'ai décidé qu'il était plus simple de ne pas en discuter en famille. Mathieu intervint avec aisance, ses années de gestion de conseil d'administration étant évidentes. Madame Dubois a mené l'Umitech à devenir l'une des entreprises de technologie de la santé à la croissance la plus rapide en Europe. Nos algorithmes propriétaires aident actuellement les prestataires de soins à offrir de meilleurs soins à plus de 37 millions de patients. Nous prévoyons une croissance de 20% le trimestre prochain. Papa attrapa son verre d'eau d'une main tremblante. Pendant tout ce temps, nous te disions comment gérer une entreprise. Et tu étais milliardaire. Amandine termina pour lui. Oui. Et maintenant, Bloomberg est sur le point de sortir l'article liant Juliette à l'Umitech. Nous sommes ici pour nous préparer à l'attention médiatique qui suivra.
Robert Martin avait étudié les documents avec un intérêt croissant. Son scepticisme initial se transformant en calcul opportuniste. Juliette, dit-il, sont-on entièrement différents maintenant? C'est extraordinaire. Mon cabinet d'investissement serait très intéressé à discuter d'opportunités de partenariat. J'imagine bien, pensai-je, mais je gardai une expression neutre. Thomas repoussa brusquement sa chaise. Ça n'a aucun sens. Si tu as tant de succès, pourquoi le garder secret? Pourquoi nous laisser croire que tu luttais tout ce temps? C'était une question juste, la même que mon équipe de direction m'avait posée à plusieurs reprises au fil des ans. Au début, c'était parce que j'avais besoin de me prouver que je pouvais le faire sans aide ni relation, répondis-je honnêtement. Après vos réactions initiales, il est devenu plus facile de séparer ma vie professionnelle et familiale. Vous aviez tous des idées si arrêtées sur moi et mes capacités. Mathieu me tendit discrètement un autre document. Juliette, l'équipe de communication a besoin de ton approbation pour cette déclaration à la presse avant que l'article de Bloomberg ne soit publié. Maman pleurait maintenant doucement, que ce soit par choc, bonheur ou un mélange compliqué d'émotions. Je ne pouvais pas le dire. Mon père fixait le contenu du porte-document, feuilletant les pages de rapports financiers et de résumés des opérations mondiales. Alors, toutes ces fois où nous avons essayé de t'aider. Commença-t-il. Vous n'essayez pas de m'aider, papa, corrigeai-je doucement. Vous essayez de me contrôler en partant du principe que je ne pouvais pas réussir seul. La déclaration était directe mais pas méchante. Pour la première fois, je parlais à ma famille en tant que la personne que j'étais devenue, pas la fille qu'ils pensaient connaître. Papa leva les yeux, son expression indéchiffrable. Tu aurais pu nous le dire. M'auriez-vous cru, demandai-je. Ou auriez-vous essayé de prendre le contrôle comme vous le faites ce soir? Il n'avait pas de réponse à cela. La preuve de ses intentions était devant lui, noir sur blanc. 50 000 € pour 60%. L'équipe de communication avait installé des ordinateurs portables sur le buffet et travaillait rapidement. Amandine s'approcha de nouveau de moi. Juliette, nous devons prendre des décisions concernant la conférence de presse. Les grandes chaînes demandent des interviews. Le changement soudain était déconcertant. Pendant des années, j'avais gardé ma vie professionnelle entièrement séparée des réunions de famille. Maintenant, mon équipe de direction transformait la salle à manger formelle de ma mère en centre de gestion de crise. Thomas se leva, le visage rouge. Alors quoi? Tu es une sorte de grande patronne maintenant? Trop importante pour la famille? C'est pour ça que tu nous as laissé penser que tu échouais, pour pouvoir avoir cette grande révélation dramatique. L'accusation me piqua, mais je reconnus la fierté blessée derrière elle. Pendant des années, il avait été positionné comme le frère qui réussissait. Ce n'était pas mon intention, Thomas, dis-je. Mais aurait-il été mieux que je corrige papa à chaque fois qu'il appelait mon entreprise une petite start-up? Que je mentionne que pendant que tu célébrais ton contrat de 3 millions, je finalisais un accord de 50 millions. Robert Martin se leva et ajusta sa veste. Juliette, c'est clairement une affaire de famille. Peut-être devrions-nous continuer notre discussion d'affaires une autre fois, quand les choses se seront calmées. Sa formalité soudaine m'amusa. Il y a une heure, il me condescendait à propos de mon mignon petit projet tech. Maintenant, il me traitait comme la magnate des affaires qu'il réalisait soudainement que j'étais. C'est probablement mieux ainsi, Robert, acquiesçai-je. Mon assistant vous contactera si nous sommes intéressés à discuter d'opportunités d'investissement. Il hocha la tête, reconnaissant le renvoi poli, et fit ses adieux maladroits. Monsieur Martin suivit, ne sachant clairement pas s'il devait s'excuser ou prétendre que rien d'inhabituel ne s'était passé. Alors que la porte se refermait derrière eux, maman me parla enfin directement, sa voix faible. Pourquoi, Juliette? Pourquoi cacher ça à ta propre mère? La question contenait une douleur sincère. Malgré nos différences, je n'avais jamais voulu lui causer de peine. Je n'ai pas prévu ça comme ça, maman, dis-je doucement. Après des années à voir mes ambitions rejetées, j'ai simplement arrêté de les partager. Plus l'Umitech grandissait, plus il devenait difficile d'annoncer soudainement, au fait, je dirige en fait une entreprise énorme. Papa fixait toujours les documents, en particulier un graphique montrant notre trajectoire de croissance sur 7 ans. Tout ce temps, murmura-t-il presque pour lui-même, ma propre fille. Mathieu s'approcha de nouveau. Je m'excuse pour l'interruption, Madame Dubois, mais le journaliste de Bloomberg est maintenant dehors.
Ils ont dû suivre les véhicules de l'entreprise jusqu'ici. Je jetai un coup d'œil par la fenêtre et vis la camionnette de presse arriver. Le moment de la révélation privée était terminé. Le public était sur le point de commencer, que nous soyons prêts ou non. Juliette, dit soudain papa, sa voix différente. Je suis désolé de t'avoir sous-estimé, pour les choses que j'ai dites. Les simples excuses me prirent au dépourvu. Dans tous mes scénarios imaginés de ce moment, je n'avais jamais prévu que mon père reconnaîtrait son erreur si directement. Avant que je puisse répondre, Amandine était de nouveau à mes côtés. Nous devons agir vite. L'article sort dans 1 heure, avec ou sans notre déclaration. Je regardais ma famille, leur monde bouleversé par la vérité que j'avais gardée cachée si longtemps. Puis mon équipe, gérant efficacement la révélation de mon identité professionnelle au monde. 2 vies séparées entrant en collision dans la salle à manger de ma mère. Il n'y avait plus de retour en arrière possible. Les 48 heures suivantes furent un tourbillon de communiqués de presse, d'interviews et de conversations familiales allant de l'émotionnel à l'inconfortable. Bloomberg a sorti l'article le dimanche soir, la milliardaire cachée révélée, Juliette Dubois, la force secrète derrière le géant de l'IA en santé Lumitech. Le lundi matin, les journalistes avaient encerclé la maison de mes parents à Écully. Mon équipe de communication a installé une zone de presse improvisée dans le jardin où j'ai fait une brève déclaration confirmant mon rôle de fondatrice et PDG de Lumitech Solutions. Le monde des affaires était fasciné par la façon dont j'avais bâti une entreprise d'1 milliard d'euros tout en maintenant un profil si bas. À l'intérieur de la maison, ma famille assimilait sa nouvelle réalité. Maman oscillait entre fierté et blessure, parfois dans la même phrase. Juliette, j'ai toujours su que tu étais spéciale, mais comment as-tu pu ne pas en parler à ta propre mère? Sais-tu combien de fois j'ai dit aux gens que tu cherchais encore tes marques avec ta petite entreprise d'informatique? Papa s'est retiré dans son bureau pendant des heures, n'en sortant qu'occasionnellement pour poser des questions détaillées sur les opérations de l'entreprise ou me regarder avec un mélange de confusion et de respect nouveau. Il semblait reconstruire toute sa compréhension de sa fille, réconciliant la personne qu'il pensait que j'étais avec la dirigeante d'entreprise sur son écran de télévision. Les réactions de Thomas étaient les plus volatiles. Initialement, il est sorti de la maison en trombe, revenant le lendemain avec un calme forcé qui masquait à peine son ressentiment. C'est bien pratique que tu n'aies jamais mentionné ton succès pendant que je partageais tous mes défis professionnels avec toi, a-t-il dit au petit déjeuner. Toutes ces fois où je t'ai offert mon aide, tu faisais quoi? Tu te moquais de moi. Je ne me moquais pas de toi, Thomas, les jeux assurés. J'ai fait le choix de garder ma vie professionnelle privée après des années à l'avoir rejetée. Le mardi matin, mon téléphone a commencé à sonner avec des appels de membres de la famille élargie et de vieilles connaissances. Oncle Stéphane, le frère de papa, qui n'avait jamais montré d'intérêt pour ma carrière, avait soudainement une opportunité d'investissement qui nécessitait un financement. Des cousins à qui je n'avais pas parlé depuis des années se demandaient si j'embauchais. Mon amie de lycée, Mélissa, qui m'avait ignoré après l'université, m'a envoyé un texto pour renouer contact et a mentionné que son mari cherchait un emploi dans la tech. Le schéma est devenu prévisible, choc et incrédulité initiaux suivis rapidement de tentatives de capitaliser sur la connexion. Mon assistante a commencé à filtrer les appels, créant un tampon entre moi et l'afflux soudain de sollicitations opportunistes. Le mercredi, la dynamique familiale avait sensiblement changé. Papa, qui avait toujours dominé les conversations familiales avec son expertise commerciale, s'en remettait maintenant à moi pour les questions économiques. Au déjeuner, lorsque le sujet des taux d'intérêt est venu sur la table, il s'est tourné vers moi et a dit « Juliette a probablement de meilleures idées là-dessus que moi ». Son ton contenait un mélange de fierté et d'incrédulité persistante. Maman avait transformé notre mur de photos de famille du jour au lendemain, présentant soudainement chaque réussite scolaire que j'avais jamais eue, certaines remontant aux kermesses de l'école primaire. Elle appelait ses amis ouvertement en ma présence, sa voix portant depuis la cuisine. Oui, c'est bien ma Juliette dont il parle sur BFM Business en ce moment. Elle a toujours été douée avec les ordinateurs. Thomas restait le plus compliqué. Lors d'un moment seul dans le jardin, il a finalement confronté le cœur de ses sentiments. « Tu sais à quel point je me sens stupide ?» a-t-il demandé sans embâche. Toutes ces années à me vanter de l'entreprise familiale, pensant que j'étais celui qui réussissait. Pendant ce temps, ma petite sœur me surpasse financièrement de loin et me laisse jouer les cadors. Je n'ai jamais vu ça comme une compétition, Thomas, lui ai-je dit sincèrement. Facile à dire quand on gagne, a-t-il répondu, mais sans réelle méchanceté. Après une pause,
il a ajouté, c'est impressionnant, ce que tu as construit. Papa le pense aussi, même s'il a du mal à l'admettre. Ce soir-là, alors que la frénésie médiatique commençait à se calmer, mon père m'a demandé de lui parler en privé dans son bureau. La pièce avait toujours été son domaine, rempli de récompenses de l'industrie de la construction et de souvenirs de l'entreprise familiale. Maintenant, il semblait plus petit derrière son bureau, moins le patriarche et plus juste un homme confronté à un changement dans sa compréhension du monde. Cette proposition que j'ai faite, commença-t-il, l'air vraiment embarrassé. 50 000 € pour 60%. Mon Dieu, Juliette, si j'avais eu la moindre idée. C'était une offre juste basée sur ce que vous pensiez savoir, dis-je diplomatiquement. Il secoua la tête. Non, ça ne l'était pas. Même pour une petite start-up, c'était contrôlant et condescendant. Je le vois maintenant. Le truc, Juliette, c'est que je n'ai jamais pensé, sa voix s'est éteinte. Que tu me dépasserais si complètement. A-t-il admis. Quand tu étais petite, j'imaginais que tu réussirais bien, que tu aurais une carrière confortable. Mais ce niveau de succès, créer quelque chose valant des milliards. Je n'ai jamais envisagé ça pour toi. L'honnêteté était rafraîchissante, bien que douloureuse à entendre. Pourquoi pas? Demandai-je. Tu as toujours encouragé Thomas à viser le sommet. Papa détourna le regard, confrontant ses propres préjugés, peut-être pour la première fois. Je suppose que j'avais des attentes différentes pour ma fille que pour mon fils. C'était une vision à court terme de ma part. Venant de mon père, cela équivalait à des excuses profondes. Le lendemain matin a apporté une nouvelle vague d'ajustements. Au petit déjeuner, maman a mentionné nonchalamment qu'elle avait dit aux voisins que sa fille pourrait être en couverture du Time Magazine. Papa a vérifié son téléphone et a annoncé que la valeur équivalente des actions de l'Umitech avait augmenté de 2% dans les estimations d'avant-bourse. Même Thomas avait commencé un changement subtil, posant de vraies questions sur la technologie de la santé autour d'un café. Alors, ton algorithme prédit vraiment les résultats des patients. C'est pour ça que les hôpitaux paient. La curiosité dans sa voix était réelle, sans l'avantage concurrentiel qui avait caractérisé nos interactions pendant des années. Le vendredi, une semaine après la révélation, ma mère a organisé un dîner de famille improvisé. Contrairement au repas tendu qui avait déclenché l'exposition de mon succès secret, celui-ci avait une énergie différente. Mes parents n'avaient invité aucun étranger, n'avaient fixé aucun ordre du jour au-delà de la reconnexion familiale. Alors que nous étions assis autour de la même table où tout avait changé, papa a levé son verre pour un toast. À Juliette, dit-il, sa voix stable mais émotive. Tu as construit quelque chose de remarquable et tu l'as fait entièrement selon tes propres termes. Je suis désolé de ne pas avoir vu ton potentiel plus tôt. Je suis incroyablement fier d'être ton père. Les yeux de maman se sont remplis de larmes alors qu'elle ajoutait, nous avons toujours voulu le meilleur pour toi, même si nous n'avons pas toujours compris ce que cela signifiait. Thomas a fait teinter son verre contre le mien. La prochaine fois que j'offre des conseils en affaires, n'hésite pas à te moquer de moi, dit-il avec un sourire autodérisoire. Le moment n'était pas parfait. Des années de dynamiques enracinées ne se dissoudraient pas du jour au lendemain, mais c'était un début, un premier pas vers un nouveau type de relation familiale, construite sur qui nous étions réellement plutôt que sur qui ils avaient supposé que je serais. Plus tard dans la soirée, alors que mon équipe se préparait à notre retour à Grenoble, Amandine a posé la question qui lui trottait dans la tête toute la semaine. Est-ce que ça en valait la peine, a-t-elle demandé. Garder le secret toutes ces années? Je regardais vers le salon où ma famille était réunie, naviguant encore maladroitement dans notre nouvelle réalité, mais faisant de véritables efforts. Je ne suis pas encore sûr, répondis-je honnêtement. Mais je pense que nous pourrions être en train de construire quelque chose de mieux maintenant, quelque chose basé sur la vérité. 6 mois ont passé, apportant des changements que je n'aurais jamais pu anticiper. L'attention des médias a fini par se calmer à mesure que de nouvelles histoires d'affaires émergeaient. L'Umitech a poursuivi sa trajectoire de croissance, s'étendant à l'IA de la santé préventive et ouvrant de nouveaux bureaux à Séoul et Berlin. Plus important encore, ma relation avec ma famille s'est transformée de manière à la fois subtile et profonde. Après que le choc initial se soit dissipé, nous avons commencé le processus délicat de reconstruction des liens basés sur qui nous étions vraiment plutôt que sur les rôles qui nous avaient été assignés. Mon père, peut-être de manière surprenante, a fait le changement le plus spectaculaire. Après 4 décennies à se considérer comme l'autorité commerciale de la famille, il a embrassé une nouvelle dynamique avec une grâce remarquable.
Nos appels du dimanche ont évolué, il ne m'offrait plus de conseils non sollicités, mais nous avions de véritables échanges sur les défis du leadership et la réflexion stratégique. Juliette, penses-tu que le modèle de santé s'oriente vers l'analytique préventive, a-t-il demandé lors d'une de ces conversations, ayant clairement fait des recherches sur le sujet. J'ai lu des articles sur la modélisation prédictive dans les soins aux patients. L'intérêt sincère pour mon travail, sans tentative de le contrôler ou de le diriger, ressemblait à un cadeau. Je me suis retrouvé à partager des idées que j'avais accumulées pendant des années de construction de l'Umitech, et il écoutait avec le respect d'un professionnel envers un autre. Maman a eu plus de mal avec la transition. Son identité avait été si étroitement liée au rôle de genre traditionnel que mon succès dans le monde des affaires l'a d'abord laissé incertaine de sa place dans ma vie. Elle alternait entre se vanter de sa fille milliardaire auprès de ses amis et s'inquiéter que ma carrière me laisserait insatisfaite sans une famille à moi. Notre percée est survenue lors de sa visite à mon siège de Grenoble. Me voir dans mon environnement professionnel, dirigeant une équipe d'ingénieurs et de scientifiques brillants, quelque chose a changé dans sa perception. « Tu me rappelles ma mère, ta grand-mère ?» a-t-elle dit de manière inattendue alors que nous traversions le département de recherche. Tout le monde pense que j'ai hérité de ses talents de maîtresse de maison, mais ils oublient qu'elle dirigeait sa propre entreprise de couture pendant la crise des années 30. Elle était aussi une entrepreneure, à sa manière. Cette connexion à notre histoire familiale a aidé à combler le fossé entre son monde et le mien. Nous avons commencé une tradition de journée spa mensuelle où les discussions d'affaires étaient autorisées, mais pas obligatoires, créant un espace pour une relation multidimensionnelle. Le parcours de Thomas fut peut-être le plus complexe. S'étant défini comme le succès commercial de la famille, mes réalisations révélées ont initialement menacé son sentiment d'identité. Notre relation a connu plusieurs revers, y compris un réveillon de Noël difficile où il a trop bu et a fait des commentaires passifs-agressifs sur les startups tech chanceuses. Le tournant est survenu de manière inattendue. L'entreprise de construction de Thomas a fait face à un défi important lorsqu'un client majeur s'est retiré d'un contrat, le laissant surexposé. Plutôt que de cacher le problème, il m'a appelé directement. « Je ne demande pas d'argent », a-t-il immédiatement précisé. « Juste des conseils. Tu as manifestement trouvé comment naviguer les crises commerciales mieux que moi. » Cette vulnérabilité a ouvert une porte. J'ai partagé des histoires sur les premières difficultés de l'Umitech, les fois où nous avions failli échouer avant de trouver notre équilibre. Il a écouté sans se mettre sur la défensive, et pour la première fois depuis l'enfance, nous n'étions que des frères et sœurs s'entraidant dans la difficulté. Au printemps, notre dynamique familiale avait trouvé un nouvel équilibre. Papa a pris sa retraite de la gestion active de l'entreprise de construction, cédant les opérations à Thomas tout en servant de consultant. Maman a commencé à faire du bénévolat dans un programme de mentorat pour les femmes entrepreneurs, m'invitant parfois à parler à ses protégés. Lors d'un week-end en famille dans mon chalet au bord du lac d'Annecy, une propriété que j'avais achetée des années plus tôt mais que je n'avais jamais partagée avec eux, papa et moi étions assis sur le ponton à regarder le coucher du soleil. « Tu sais ce qui est ironique, dit-il, rompant un silence confortable. J'ai passé des années à essayer de te protéger des déceptions commerciales, à essayer de baisser tes attentes pour que tu sois satisfaite d'un succès modeste. » J'ai hoché la tête, l'encourageant à continuer. « J'étais si certain de ce qui était possible pour toi, a-t-il admis. Si confiant dans ma vision limitée. Pendant ce temps, tu réalisais tranquillement des choses dont je n'avais jamais rêvé. » Il gloussa doucement. C'est humiliant de réaliser que ton enfant a dépassé ton imagination avant même que tu ne le remarques. Je suppose que nous nous sous-estimons tous parfois, répondis-je. Il se tourna pour me faire face directement. Pas toi. Tu connaissais ta valeur même quand personne d'autre ne pouvait la voir. C'est la partie que j'admire le plus. Le compliment signifiait plus que n'importe quelle réussite commerciale. Mon père, qui avait autrefois rejeté mes ambitions, voyait maintenant non seulement mon succès, mais la force qu'il a fallu pour croire en moi quand les autres n'y croyaient pas. Au gala de charité annuel de l'Umitech cet été-là, j'ai pris une décision qui a surpris mon équipe de direction. J'ai invité ma famille à y assister en tant qu'invité d'honneur, les reconnaissant publiquement dans mon discours. Mon parcours en tant qu'entrepreneur m'a appris que le succès n'est jamais vraiment individuel, ai-je dit aux investisseurs, clients et membres de l'équipe assemblée. Même lorsque le chemin semble solitaire, nous sommes façonnés par les gens qui nous défient autant que par ceux qui nous soutiennent. J'ai regardé les visages de mes parents dans le public. Maman essuyant des larmes, papa se tenant plus droit sur sa chaise. Parfois,
le plus grand cadeau est de devoir faire ses preuves, de devoir travailler plus dur parce que le chemin facile n'est pas disponible. Donc, bien que mon parcours n'ait pas toujours été facile, je suis reconnaissante pour chaque obstacle qui m'a forcé à être ingénieuse, chaque doute qui m'a poussé à être certaine de ma propre vision. L'ovation qui a suivi était pour les réalisations de l'Umitech, mais la fierté dans les yeux de mes parents était pour quelque chose de plus personnel. La fille qu'ils avaient élevée avait réussi, non pas malgré leurs limitations, mais en les transcendant. Dans les années qui ont suivi ce dîner fatidique où mes deux mondes sont entrés en collision, j'ai appris que les relations familiales, comme les entreprises, nécessitent une réinvention continue. La révélation douloureuse a créé une opportunité pour quelque chose de plus authentique de grandir à sa place. Papa n'offre plus de sauver mon entreprise avec 50 000 €. Au lieu de cela, il pose des questions réfléchies sur les applications de l'intelligence artificielle en médecine préventive. Maman a cessé de m'arranger des rendez-vous avec des hommes qui ont réussi, reconnaissant que le succès n'était jamais ce qui me manquait. Thomas et moi avons trouvé une nouvelle dynamique en tant que père plutôt que concurrent. Quant à moi, j'ai découvert qu'être pleinement connu, bien que parfois inconfortable, offre une liberté que je n'ai jamais connue en compartimentant ma vie. La PDG milliardaire et la fille peuvent coexister dans la même personne, aucune ne diminuant l'autre.